L'article suivant est de Jeffrey Sachs, publié sur Common Dreams. Jeffrey Sachs est un économiste renommé et un leader dans le développement durable. Il est le directeur du Centre pour le développement durable à l'Université Columbia et président du réseau de solutions pour le développement durable de l'ONU. Reconnu pour ses stratégies audacieuses et efficaces pour relever des défis mondiaux complexes, Sachs a écrit de nombreux livres influents et a servi de conseiller à plusieurs secrétaires généraux de l'ONU. Son travail couvre la lutte contre l'extrême pauvreté, le changement climatique, les crises financières internationales et les pandémies de santé. Écoutez son article intitulé « 10 principes pour une paix perpétuelle au XXIe siècle ». Les structures basées sur les Nations Unies sont fragiles et nécessitent une mise à jour urgente. Nous devrions envisager cela lors du sommet de l'avenir des Nations Unies en septembre. L'année prochaine marquera le 230e anniversaire de l'essai célèbre d'Immanuel Kant sur la paix perpétuelle, 1795. Le grand philosophe allemand a proposé un ensemble de principes directeurs pour atteindre la paix perpétuelle entre les nations de son époque. Alors que nous nous débattons avec un monde en guerre et en effet à un risque grave d'Armageddon nucléaire, nous devrions nous appuyer sur l'approche de Kant pour notre propre époque. Un ensemble actualisé de principes devrait être envisagé lors du sommet des Nations Unies sur l'avenir en septembre. Kant était pleinement conscient que ses propositions feraient face au scepticisme des politiciens pratiques. Le politicien pratique adopte l'attitude de regarder de haut, avec une grande autosatisfaction, le théoricien politique comme un pédant dont les idées vides ne menacent en rien la sécurité de l'État, dans la mesure où l'État doit procéder selon des principes empiriques. Ainsi, le théoricien est autorisé à jouer son jeu sans interférence de la part de l'homme d'État avisé. Néanmoins, comme l'a noté l'historien Mark Mazower dans son récit magistral de la gouvernance mondiale, le texte de Kant était un texte qui influencerait par intermittence des générations de penseurs sur le gouvernement mondial jusqu'à nos jours, contribuant à jeter les bases des Nations Unies et du droit international sur les droits de l'homme, la conduite de la guerre et le contrôle des armements. Les propositions principales de Kant se concentraient sur 3 idées. Premièrement, il rejetait les armées permanentes. Les armées permanentes menacent incessamment les autres États par leur préparation constante à la guerre. En cela, Kant anticipait d'un siècle et demi l'avertissement célèbre du président américain Dwight D. Eisenhower sur les dangers d'un complexe militaro-industriel. Deuxièmement, Kant appelait à la non-ingérence dans les affaires internes des autres nations. En cela, Kant s'insurgeait contre le genre d'opérations secrètes que les États-Unis ont utilisées sans relâche pour renverser des gouvernements étrangers. Troisièmement, Kant appelait à une fédération d'États libres, qui, à notre époque, est devenue les Nations Unies, une fédération de 193 États engagés à opérer sous la Charte des Nations Unies. Kant plaçait de grands espoirs dans le républicanisme, par opposition au règne d'une seule personne comme frein à la guerre. Kant pensait qu'un seul dirigeant céderait facilement à la tentation de la guerre. Une déclaration de guerre est la chose la plus facile au monde à décider, car la guerre n'exige du dirigeant, qui est le propriétaire et non un membre de l'État, aucun sacrifice des plaisirs de sa table, de la chasse, de ses maisons de campagne, de ses fonctions à la cour, et ainsi de suite. Il peut donc décider de la guerre, comme d'une partie de plaisir, pour les raisons les plus triviales, et laisser avec une parfaite indifférence la justification que la décence exige au corps diplomatique, toujours prêt à la fournir. En revanche, selon Kant, si le consentement des citoyens est requis pour décider que la guerre doit être déclarée, et dans cette constitution républicaine, cela ne peut être autrement, rien n'est plus naturel que de penser qu'il serait très prudent, avant de commencer un tel jeu malheureux, se décrétant à eux-mêmes toutes les calamités de la guerre. Kant était bien trop optimiste quant à la capacité de l'opinion publique à contraindre la guerre. Les républiques athéniennes et romaines
était notoirement belliqueuse. La Grande-Bretagne était la principale démocratie du XIXe siècle, mais peut-être aussi sa puissance la plus belliqueuse. Depuis des décennies, les États-Unis se sont engagés dans des guerres de choix incessantes et des renversements violents de gouvernements étrangers. Il y a au moins 3 raisons pour lesquelles Kant s'est trompé. Premièrement, même dans les démocraties, la décision de lancer des guerres repose presque toujours sur un petit groupe d'élite qui est en fait largement isolé de l'opinion publique. Deuxièmement, et tout aussi important, l'opinion publique est relativement facile à manipuler par la propagande pour susciter le soutien du public à la guerre. Troisièmement, le public peut être isolé à court terme des coûts élevés de la guerre en finançant celle-ci par la dette plutôt que par l'imposition et en s'appuyant sur des entrepreneurs, des recrues payées et des combattants étrangers plutôt que sur la conscription. Les idées fondamentales de Kant sur la paix perpétuelle ont contribué à faire avancer le monde vers le droit international, les droits de l'homme et la conduite décente en temps de guerre, comme les conventions de Genève au XXe siècle. Pourtant, malgré les innovations dans les institutions mondiales, le monde reste terriblement éloigné de la paix. Selon l'horloge de l'Apocalypse du bulletin des scientifiques atomiques, nous sommes à 90 secondes de minuit, plus près de la guerre nucléaire qu'à tout autre moment depuis l'introduction de l'horloge en 1947. L'appareil mondial de l'ONU et le droit international ont sans doute empêché une 3e guerre mondiale jusqu'à présent. Le secrétaire général de l'ONU, U Thant, par exemple, a joué un rôle vital dans la résolution pacifique de la crise des missiles cubains de 1962. Pourtant, les structures basées sur l'ONU sont fragiles et nécessitent une mise à niveau urgente. Pour cette raison, je demande instamment que nous formulions et adoptions un nouvel ensemble de principes basés sur 4 réalités géopolitiques clés de notre époque. Tout d'abord, nous vivons avec l'épée de Damoclès nucléaire au-dessus de nos têtes. Le président John F. Kennedy l'a exprimé éloquemment il y a 60 ans dans son célèbre discours sur la paix, lorsqu'il a déclaré « Je parle de paix à cause du nouveau visage de la guerre. La guerre totale n'a aucun sens à une époque où les grandes puissances peuvent maintenir des forces nucléaires importantes et relativement invulnérables et refusent de se rendre sans recourir à ces forces. Cela n'a aucun sens à une époque où une seule arme nucléaire contient presque 10 fois la force explosive délivrée par toutes les forces aériennes alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. » Deuxièmement, nous sommes arrivés à une véritable multipolarité. Pour la première fois depuis le XIXe siècle, l'Asie a dépassé l'Occident en termes de production économique. Nous avons largement dépassé l'ère de la guerre froide, où les États-Unis et l'Union soviétique dominaient, ou le moment unipolaire revendiqué par les États-Unis après la disparition de l'Union soviétique en 1991. Les États-Unis sont désormais l'une des plusieurs superpuissances, y compris la Russie, la Chine et l'Inde, avec plusieurs puissances régionales également, y compris l'Iran, le Pakistan et la Corée du Nord. Les États-Unis et leurs alliés ne peuvent pas imposer unilatéralement leur volonté en Ukraine, au Moyen-Orient ou dans la région Indo-Pacifique. Les États-Unis doivent apprendre à coopérer avec les autres puissances. Troisièmement, nous disposons désormais d'un ensemble étendu et historiquement sans précédent d'institutions internationales pour formuler et adopter des objectifs mondiaux. Par exemple, en matière de climat, de développement durable et de désarmement nucléaire, pour juger le droit international et pour exprimer la volonté de la communauté mondiale, par exemple à l'Assemblée générale des Nations unies et au Conseil de sécurité des Nations unies. Oui, ces institutions internationales sont encore faibles lorsque les grandes puissances choisissent de les ignorer, mais elles offrent des outils inestimables pour construire une véritable fédération de nations au sens de Kant. Quatrièmement, le destin de l'humanité est plus étroitement interconnecté que jamais. Les biens publics mondiaux, développement durable, désarmement nucléaire, protection de la biodiversité de la Terre, prévention des guerres, prévention et contrôle des pandémies,
sont bien plus centraux pour notre destin commun qu'à toute autre époque de l'histoire humaine. Encore une fois, nous pouvons nous tourner vers la sagesse de JFK, qui résonne aussi vrai aujourd'hui qu'à l'époque. Alors, ne soyons pas aveugles à nos différences, mais dirigeons également notre attention vers nos intérêts communs et les moyens par lesquels ces différences peuvent être résolues. Et si nous ne pouvons pas mettre fin maintenant à nos différences, au moins nous pouvons aider à rendre le monde sûr pour la diversité. Car en fin de compte, notre lien commun le plus fondamental est que nous habitons tous cette petite planète. Nous respirons tous le même air. Nous chérissons tous l'avenir de nos enfants et nous sommes tous mortels. Quels principes devrions-nous adopter à notre époque qui pourraient contribuer à une paix perpétuelle? Je propose 10 principes pour une paix perpétuelle au XXIe siècle et j'invite les autres à réviser, éditer ou créer leur propre liste. Les 5 premiers de mes principes sont les principes de la coexistence pacifique proposés par la Chine il y a 70 ans et adoptés par la suite par les nations non alignées. Ceux-ci sont respect mutuel de toutes les nations territoriales et la souveraineté des autres nations. De non-agresssion mutuelle de toutes les nations envers d'autres nations. 3. Non-ingérence mutuelle de toutes les nations dans les affaires internes des autres, comme par des guerres de choix, des opérations de changement de régime ou des sanctions unilatérales. 4. Égalité à tâches mutuelles dans les actions entre les nations. Et 5. Coexistence pacifique de toutes les nations. Pour mettre en œuvre ces 5 principes, je te demande 5 principes d'action spécifiques. 6. La fermeture des bases militaires à l'étranger, dont les États-Unis et le Royaume-Uni possèdent le plus grand nombre. 7. La fin des opérations secrètes de changement de régime et des mesures économiques coercitives unilatérales qui sont de graves violations du principe de non-ingérence dans les affaires internes d'autres nations. La politologue Lindsay O'Rourke a soigneusement documenté 64 opérations secrètes de changement de régime par les États-Unis entre 1947 et 1969 et la déstabilisation omniprésente causée par de telles opérations. 8. Adhésion de toutes les puissances nucléaires, États-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni, France, Inde, Pakistan, Israël et Corée du Nord, à l'article 6 du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Toutes les parties doivent poursuivre des négociations de bonne foi sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires et au désarmement nucléaire, ainsi que sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace. 9. L'engagement de tous les pays à ne pas renforcer leur sécurité au détriment de la sécurité des autres pays, conformément à la charte de l'OSCE. Les États ne formeront pas d'alliances militaires menaçant leurs voisins et s'engagent à résoudre les différends par des négociations pacifiques et des arrangements de sécurité soutenus par le Conseil de sécurité des Nations Unies. 10. L'engagement de toutes les nations à coopérer pour protéger les biens communs mondiaux et fournir des biens publics mondiaux, y compris la réalisation de l'accord de Paris sur le climat, des objectifs de développement durable et la réforme des institutions de l'ONU. Les grandes confrontations de pouvoir d'aujourd'hui, notamment les conflits des États-Unis avec la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord, sont en grande partie dus à la poursuite continue par l'Amérique de l'unipolarité via des opérations de changement de régime, des guerres de choix, des sanctions coercitives unilatérales et le réseau mondial de bases militaires et d'alliances américaines. Les 10 principes énumérés ci-dessus aideraient à faire évoluer le monde vers un multilatéralisme pacifique régi par la Charte des Nations Unies et le droit international.